Donc, c'était il y a à peu près 3 semaines, quand on a décidé avec Thibaut de lancer ce workshop. J'étais en réunion avec un prospect, comme assez souvent, vu que c'est mon métier, le web. Et on s'était rencontrés via. Il m'a été conseillé. Ah, bonjour Laurent, ah oui, j'ai envie de travailler avec vous, comment est-ce que ça va se passer? Je suis ok, super, c'est parfait. J'ai commencé par la première question, peut-être la question la plus essentielle, qui est, vous voulez un nouveau site web? Ok, très bien, pourquoi pas, mais pourquoi? Et là, la réponse que j'ai eue, et que j'ai très souvent, a été le fameux parce que tout le monde en a un, parce qu'il en faut un, n'est-ce pas? Je dis, bon, ok, c'est la réponse que j'attendais, mais ce n'est pas la réponse que je voulais entendre. Parce que je peux vous dire aujourd'hui, non, vous n'avez pas besoin d'un site web. Vous pouvez en avoir un. Un site web, c'est un outil comme un autre. Je trouverais dommage que vous n'en ayez pas, parce que c'est un super outil de communication, s'il est bien utilisé. Mais si vous ne savez pas ce que vous voulez en faire, ben vous allez tomber dans le modèle traditionnel de site web. On a toujours fait comme ça. Les méthodes de communication qu'on utilisait en 2005, aujourd'hui, tout simplement, ça ne marche plus. Non pas que les pubs dans Paper Jam n'aient plus la cote, mais tout simplement, la façon dont les utilisateurs, la façon dont vos consommateurs, vos clients, vos prospects, toutes vos parties prenantes consomment les informations, ben, elle n'est plus la même. Le jour où vous avez besoin de trouver un chauffagiste, si vous n'en connaissez pas un, vous allez faire quoi? Enfin, je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, j'irai sur Google. C'est un outil assez pratique pour trouver des trucs. Et puis, on va aller sur les réseaux sociaux. Et puis, on va aller se renseigner. À gauche, à droite, avant de prendre le premier contact. L'ère où il suffisait d'avoir un site pour se faire voir et pour trouver des clients, malheureusement, elle est révolue parce que tout le monde en a un. Aujourd'hui, l'opportunité, elle est dans le fait que beaucoup de gens ont un site, mais ils n'en font rien. On va aller un peu plus dans le détail. Voilà. Ce modèle traditionnel, il est mort. C'est un peu rude de dire ça, mais je pense qu'il est grand temps qu'on s'en rende compte, pour la bonne et simple raison que si on ne s'en rend pas compte, si vous, lors de votre prochain projet web, vous ne vous en rendez pas compte, ce qui va se passer, c'est comme il se passe beaucoup trop souvent, vous allez dépenser un peu d'argent, beaucoup d'argent, ça dépend, mais ce qui est sûr, c'est que les retours sur investissement vont être presque nuls, voire complètement nuls, et donc c'est une bête dépense, c'est de l'argent mal dépensé. Il aurait peut-être mieux fallu ne pas créer de site internet et aller faire autre chose avec ce budget pour développer votre boîte. Revenons une seconde sur ce modèle traditionnel. J'aimerais savoir combien d'entre vous ici ont déjà développé ou participé au développement d'un site web. Ok, tout le monde. Ok, c'est une unanimité. Alors surtout, je serais ravi si vous avez envie de commenter, si vous avez envie de me rajouter une couche de perspective. Surtout, n'hésitez pas. Vous êtes là pour apprendre. Je vais essayer de faire mon mieux pour vous donner des bonnes pistes. Maintenant, je suis aussi là pour apprendre. Donc, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'interrompre. Comme ça, on peut s'amuser. Alors, ce site web traditionnel, d'abord, il faut trouver une agence. Un freelance, une agence. Il va falloir convaincre le board. On va faire un appel d'offres. On va commencer par un appel d'offres. Déjà, souvent quelqu'un de non qualifié, ou du moins, ce n'est pas un reproche, mais quelqu'un pour lequel le web n'est pas son métier, va créer une liste de fonctionnalités. Je veux des boutons à gauche, je veux un formulaire qui fait ci, je veux que mon site soit connecté avec la machine à café pour que quand un invité book un meeting ou se connecte sur le Wi-Fi pour la première fois, ça envoie un message. Je caricature un petit peu, mais malheureusement, c'est ce qu'on voit beaucoup trop souvent. On va choisir l'agence. Au final, on va parier sur l'agence qui va faire le meilleur boulot. Et puis pendant, j'ai mis ici 3 mois, enfin du moins souvent c'est 3 mois, c'est le délai qu'on prévoit. Dans les faits, c'est plutôt 6 mois, parce qu'il y a eu des retards au niveau de l'agence, parce qu'il y a eu des demandes en plus, ou il y a eu des problèmes à gauche, à droite. Mais pendant 3 mois,
l'agence et le client final, pas tellement le client final, mais le client du site web, on parlera du client final tout à l'heure, eh ben, ils vont s'enfermer pendant, comme je le disais, 3 mois, 6 mois, dans une salle, quelque chose près, je caricature un petit peu, et ils vont commencer à faire leurs meilleures hypothèses possibles. Ils vont se dire que c'est en mettant un bouton à gauche que les gens vont cliquer le plus. C'est en parlant de notre vision sur la page d'accueil que les gens vont dire « Ah oui, ça c'est une vision que je partage, j'ai envie d'en savoir plus. » Alors c'est peut-être le cas, si vous l'avez fait sur votre site, je ne dis pas que c'est mauvais. C'est juste que cette approche, malheureusement, elle ne se base que sur nos meilleures hypothèses. Et c'est quelque chose que je dis toujours, j'ai beau être, on vient me consulter, et je n'aime pas le terme expert, mais le spécialiste en tout cas, c'est ce qu'on fait, c'est notre métier. Pourtant, quand un client vient nous voir, il me dit ben, « je voudrais faire ça et j'espère qu'il va se passer ça », je dis « peut-être ». Tant qu'on n'essaye pas, tant qu'on ne mesure pas, comment est-ce qu'on peut prendre une décision? Alors, personnellement, j'ai un background assez scientifique. J'ai appris à savoir que si on veut prendre des bonnes décisions, ben, prenons-les de manière scientifique. On pose une hypothèse, puis on essaye, on mesure. Parfois, on se trompe. Mais même si on se trompe, au moins on fait un pas dans la bonne direction parce qu'on sait que la campagne sur Facebook qu'on a lancée a été un échec. Ou du moins n'a pas rempli nos objectifs. Ce site web, enfin, 6 mois plus tard, on le met en ligne. Alors, encore une fois, je vais essayer de ne pas généraliser, mais dans la plupart des cas, toute l'équipe du client qui a commandé le site web est soulagée. Enfin, le site web, il est en ligne, merci. On n'y touche plus. On est content, ça nous a pris beaucoup plus de temps, ça nous a pris beaucoup plus, on a explosé le budget là-dessus. Et ce qui se passe, c'est ce que j'ai montré ici, hein, c'est pendant 1 an et demi, 2 ans, le site web, il reste là. Alors parfois, on a de la chance, il y a l'assistante marketing, ou enfin, en fonction de la taille des équipes, qui va aller publier un article, il va dire « Ah, on a participé au Internet Days, ou que sais-je, un event. » On arrive sur leur côté blog, on voit que le dernier date de 2014. Ça nous est déjà tous arrivé. Jusqu'au jour où la personne du marketing change, l'agence change, alors on n'a plus le contrôle sur le code, ou bien tout simplement, quelque chose qui arrive assez fréquemment, il y a la fille du directeur général qui fait « Mais écoute papa, ton site il n'est même pas responsive, c'est pas possible, j'arrive pas à l'afficher sur mon iPhone 7. » Et donc on dit « Ok, ben on recommence tout alors. » On recommence tout. Tout ce qui a existé depuis 2 ans, on fout à la poubelle, et on est reparti. Pendant 3 mois, on choisit une agence. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi je pense que ce modèle-là ne fonctionne pas. Et surtout, je vais vous proposer ma solution d'un modèle qui fonctionne. Okay, on va passer grosso modo 1 heure. J'ai commencé en français. Est-ce que ça gêne quelqu'un que je le fasse en français ou je pourrais switcher en anglais, mais comme vous l'entendez, je suis plus confortable en français. Je sais que Clive, tu es anglophone, mais tu me comprends parfaitement, n'est-ce pas? Si je parle trop vite, tu me jettes des objets. Ce fameux site traditionnel. J'ai pris celui-là, non pas pour lui jeter la pierre, mais pour qu'il serve d'exemple. C'est un projet... il était ouvert sur mon ordi, donc j'ai pris celui-là. Okay. D'abord, quel est le sentiment que vous ressentez quand vous voyez ce site? Déjà, ok, c'est moche. C'est moche, trop chargé, ok, très bien. Alors, on n'aurait pas assez de 2 heures de regarder dans tous les détails de tout ce qui ne va pas, mais s'il y a un truc qui est flagrant, c'est que c'est une très belle vitrine. Regardez au quel point nous sommes les meilleurs. 5 slides, la meilleure façon pour être sûr que personne n'arrive... Ah oui, pardon, je vais essayer de ne pas bouger, ça n'arrivera pas, mais 5 slides, je disais donc, la meilleure façon d'être sûr que personne ne regarde le contenu qu'il y a dans le 2e et dans le 3e slide.
Et puis au final, on arrive sur, en fait, regardez à quel point on est beau, on est joli, même si c'est moche. Mais dans le concept, c'est moi je, moi je, moi je, moi je. Regardez. Notre proposition, nos services, nos marchés, à propos de nous, nos publications, ce ne sont que des press releases, et nos événements. OK. C'est bien si... Enfin non, je ne sais pas en fait dans quel cas c'est bien, mais vous ne connaissez pas tel indus. J'imagine que vous connaissez tous, mais vous ne connaissez pas tel indus. Vous arrivez, vous avez un problème de télécom. Vous êtes à la recherche de... ils font beaucoup du cloud, donc une solution cloud pour votre entreprise, parce que vous vous rendez bien compte que le partage de fichiers, de partager les fichiers Word par mail, ça marche plus. Vous êtes 7 maintenant, vous avez besoin d'une solution. Ben, je ne peux pas en être certain, mais j'ai bien tendance à faire l'hypothèse que dans ce cas de figure-là, ben, vous ne trouvez pas trouvez pas du tout la réponse à votre problème. Enfin, corrigez-moi si je me trompe. Mais... Si vous avez envie de passer 3 heures à découvrir qui était l'Indus, ce que fait l'Indus, et après, en fait, à essayer de trouver qu'est-ce qu'il pourrait bien faire pour répondre à votre problème, bah, allez sur le site de l'Indus. Il va bientôt changer, ça devrait aller mieux, normalement. Mais arrêtons de critiquer le passé. C'est pas si facile que ça de faire un site quand on s'appelle Telindus, que le site est fabriqué à Bruxelles par une équipe qui est décidée par le siège à Bruxelles, qui est construit par une équipe en Angleterre pour des clients qu'au final on a un petit peu oublié, c'est un site qui date déjà de quelques années. Parlons un petit peu du futur. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour avancer? Je vais rester sur ce slide encore 2 petites secondes. Je donnais l'exemple de la personne qui avait un problème et qui cherchait une solution. Et aujourd'hui, il est vraiment là le shift, le changement des règles du web. Et qu'aujourd'hui, c'est vos utilisateurs qui tiennent les rênes. Parce que c'est vos utilisateurs qui vont consommer vos contenus, c'est vos utilisateurs qui vont les partager ou pas. Et surtout, au final, c'est vos utilisateurs qui, s'ils trouvent la réponse à leurs questions, vont cliquer sur ce bouton, vont vous envoyer votre email et vont enfin devenir intéressants. Parce qu'il est facile de générer du trafic. Vous mettez une pub sur Facebook ou quoi, vous promettez que tous les visiteurs du site, on leur donne un bon de 15 €. Ah ben, demain, je vous garantis que vous allez avoir 2536 piques assiettes sur votre site. Alors c'est bien si la métrique, la donnée, le KPI qu'on mesure, c'est le nombre de visites. C'est très bien, mais le nombre de visites, c'est ce qu'on appelle vanity metrics. C'est quelque chose pour se faire plaisir. Oh, j'ai eu 7712 personnes sur mon site internet. Ah, mais quel effort est-ce que tu as fait pour les attirer? Dans l'effort, je parle en temps, mais aussi en argent. Et puis, qu'est-ce que ça a donné? Et pour le qu'est-ce que ça a donné, on attaque. Aujourd'hui, si vous souhaitez construire un outil, une plateforme, une communauté, un site, que ce soit pour une entreprise ou pour une organisation à but non lucratif, votre premier objectif va toujours être, ou du moins devrait toujours être, de transformer les inconnus, du moins les gens qui n'ont jamais été en contact avec votre proposition de service, en clients tellement fidèles qu'ils vont aller faire votre promotion à votre place. Dans un monde parfait, c'est ce qu'on veut tous. Alors, on ne va pas y passer d'un coup, mais pour y arriver, il faut penser sa communication en 4 grandes étapes. On a donc un inconnu qui a un problème. Parce que les gens qui n'ont pas de problème, ce n'est pas votre cible. Si vous produisez des fenêtres
et que dans la masse de gens qu'il y a ici au Luxembourg, dans votre marché, bah, vous n'êtes déjà intéressé qu'aux gens qui ont besoin de fenêtres. Donc il faut qu'ils aient identifié leur problème. Genre, j'ai froid la nuit, ce serait peut-être bien que j'achète des fenêtres. Ou déjà qu'ils ont identifié une potentielle solution qui est, tiens, je pourrais acheter une fenêtre. Quoi qu'il en soit, ces gens-là, il faut les attirer. Alors, cette première phase, on peut attirer du monde de plusieurs façons. On peut se monter sur le toit d'une voiture, mettre un haut-parleur sur le toit de sa voiture et parler de ses services en se baladant en ville. Mais là où ça devient très intéressant, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, les gens qui ont un problème cherchent une solution. En tout cas, c'est ces gens-là que vous voulez cibler. Parce que si quelqu'un a le problème, mais ne cherche pas vraiment la solution, ou ne veut pas être aidé, ou pense qu'il va pouvoir trouver la solution lui-même, ce n'est pas forcément votre prospect idéal. Quoique, ça peut encore en discuter, de voir comment est-ce qu'on pourrait l'éduquer pour qu'il passe dans cette phase. Ah, ok, j'ai compris que j'ai besoin d'aide. On va attirer les gens. Ben, pour attirer les gens, j'ai pris ici quelques exemples. Mais le blog, on peut l'appeler comme on veut, hein, news, knowledge center, resources, on l'appelle comme on veut. Mais l'idée de bloguer, ça va plus loin que le blog, c'est produire un contenu qui répond à un problème. On va y revenir dans le détail, enfin un petit peu plus en profondeur du moins, mais grosso modo, c'est j'ai froid la nuit. Quelqu'un qui tape j'ai froid la nuit sur Google, bah, il aura peut-être envie de trouver un truc. Ben, est-ce que tu as pensé à acheter des fenêtres? Bon. C'est à ce moment-là que rentre le fameux référencement. Google, ben, c'est pratique, il faut, avec du bon contenu, si vous répondez aux bonnes questions, bah, c'est comme ça qu'on va vous trouver. Et qu'un inconnu qui a un problème, via Google ou via d'autres moteurs de recherche, il arrive sur votre site. Évidemment, dans toute cette idée de distribuer du contenu, le but c'est de le distribuer au plus grand nombre. Les réseaux sociaux peuvent aider. Tout ce qui est publicité aussi, c'est pratique, surtout au début, de mettre un petit coup de turbo via du référencement payant ou des pubs sur les réseaux sociaux, ou faire une conférence, ou participer à un événement. Mais tout ça, c'est juste pour attirer du monde. C'est être vu par le plus grand nombre, être découvert. Et donc, enfin, on a des visiteurs sur notre site. Déjà, vous avez vu que dans l'idée, le visiteur qui arrive comme ça, de l'inconnu, il n'arrive pas sur la page d'accueil. La page d'accueil, c'est toujours très difficile, surtout si on fait plusieurs choses. Si on a un produit qui répond à une seule chose, en mode start-up, c'est peut-être plus évident. Mais si on est une entreprise un petit peu plus grande, qui a des services plus diversifiés, mettre sur la page d'accueil, on a envie de tout dire, on a envie de rien dire, jamais évident. Mais en tout cas, on a ce visiteur. Et on a une chose que l'on veut éviter, la première chose que l'on veut éviter, c'est de lui laisser le choix. Vous vous souvenez de l'exemple de Telindus? Quelqu'un qui arrive sur le site de Telindus, quel que soit son problème, en fait, le site est construit de sorte à ce que, écoute mon grand, débrouille-toi, on te parle de nous, on tient à nos services. Si tu as un problème, tu vas peut-être comprendre que c'est vers nos services que tu dois te diriger, alors que c'est peut-être pas le cas. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, là. À mon sens, le seul objectif que vous avez, le premier objectif que vous avez, une fois que vous avez ce visiteur, c'est de le convertir, de l'identifier, de savoir qui il est. Parce que vous avez 2500 visiteurs ce mois-ci sur votre site, super, ça ne vous sert à rien. Vous pouvez juste espérer qu'ils ont trouvé l'information qu'ils cherchaient, et vous pouvez espérer que, d'une façon ou d'une autre, ils prendront contact avec vous pour peut-être devenir client derrière. L'idée, à ce moment-là, c'est vraiment d'inciter, je vais revenir là-dessus dans une seconde, c'est de transformer ce visiteur, de le convertir, ce visiteur, en prospect. Et là, on commence à s'amuser. Parce que là, on a identifié quelqu'un qui nous a trouvé, qui est arrivé vers une de nos propositions de contenu, et qui s'est dit, ouais, tiens, je vais leur laisser l'email. On va pouvoir discuter de comment
récolter cet email, comment lui, quelle valeur est-ce qu'on va lui donner pour qu'il nous échange son email. Ça va dépendre de votre cible. Mais il y a pas mal d'outils pour ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est une fois que vous avez cette adresse email, une fois que vous avez son nom, une fois que c'est peut-être son numéro de téléphone, ben vous pouvez commencer à le travailler au corps. Ce qu'on appelle faire du nurturing, l'alimenter. Alimenter, c'est ouvrir la conversation avec ce prospect. On lui envoyer un petit mail, lui proposer de télécharger un document. Il y a, encore une fois, les limites là, c'est votre propre imagination en fonction de vos services, de qu'est-ce que vous pouvez lui proposer pour qu'il ait envie de converser, de vous suivre pendant un petit bout de chemin. Pour évidemment, le but final, on ne va pas se le cacher, c'est que ces prospects, qui souvent ne sont pas prêts à acheter, on sait, des études très américaines, donc on ne va pas les copier-coller ici pour le marché luxembourgeois, mais les études américaines ont montré que aujourd'hui, il fallait en moyenne 6 interactions avec un prospect pour qu'il devienne client. Parce que les gens ont pris cette habitude, c'est eux qui ont les rênes, hein, ils ont pris l'habitude de chercher. Il n'y a plus personne qui va se gêner pour rentrer dans votre magasin, regarder le prix et les spécificités du produit que vous proposez, pour aller le googler et voir s'il ne trouve pas moins cher sur Amazon. Okay? Et c'est donc de votre intérêt de contrôler la conversation que vous avez, les contenus, les informations que vous partagez auprès de ces prospects. Les prospects que vous avez récoltés, ils ont un problème. Ou bien ils aiment partager leur email. Mais vu que ça, c'est très peu d'entre nous, ils ont un problème et ils recherchent une solution. Ah, il est peut-être temps de leur donner la bonne réponse, partie de la bonne réponse, pour les attirer, justement, à la conclusion et à ce qu'ils deviennent clients. La 4e étape, c'est presque la cerise sur le gâteau. C'est peut-être pas le plus facile, mais c'est une étape qu'on oublie souvent. C'est qu'une fois qu'un client est devenu client, ben, ça ne s'arrête pas là. Il est je ne sais combien de fois plus facile de vendre une 2e fois à un client existant que de trouver un nouveau client. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir lui donner des outils, lui demander son avis, lui partager des informations en primeur, lui offrir des cadeaux, des bonus, tout ça, pour que, justement, il ait aussi envie de faire la promotion de nos services, parce que nos services sont excellents, ça c'est un prérequis de base. Oui. Les 6 interactions dans l'étude, c'était pour convertir en un lead ou en un client? L'étude américaine disait qu'il fallait environ... Alors, un prospect en client. Une fois qu'on l'a... Parce que... Pour convertir un prospect en client? Ouais, ou je pense... Ou c'est peut-être de l'inconnu au client. De l'inconnu au client. C'est possible. C'est justement une différence. Je suppose que... Que ça soit de l'un ou l'autre, ce qui est important, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, c'est plus un utilisateur qui arrive sur le site, « Ah, j'ai trouvé, j'achète ». Ça arrive. Mais en fonction du service que vous allez vendre, si vous faites du B2B, si vous faites du prestation de service, tout ça, ben, il faut anticiper le fait que votre prospect, quand il arrive, quand il a été attiré, quand il fait votre connaissance, il n'est pas forcément prêt pour acheter. Et que donc, qu'il soit déjà identifié ou pas, s'il n'est pas prêt pour acheter, ben, s'il n'est pas identifié, on a envie de l'identifier au plus vite, en trouvant des contenus peut-être un peu plus légers. Et une fois qu'on l'a identifié, c'est de lui fournir des contenus plus précis, plus détaillés, le plus précis possible, pour qu'il fasse le pas entre ah, je ne suis pas prêt à acheter, bon, c'est bon, maintenant j'ai compris que c'est avec eux que je devais travailler. Et alors, construction de site web. Il y a beaucoup de choses à dire, on n'aura pas le temps de couvrir tout ça ce soir, mais ce qui est important de comprendre, c'est que le modèle dont on parlait tout à l'heure, ben, ça ne marche plus. Déjà parce que si je vous demande quelle est votre version sur votre téléphone, sur votre Apple Watch, la version de l'iOS 9.2.3, Apple n'a pas lancé la version 1 et puis c'est bon. C'est bon, maintenant, on n'a plus rien à faire. Alors, on continue à développer. Et aujourd'hui, c'est malheureux de voir que les sites Internet sont le seul bout de software qu'on crée,
qu'on publie et qu'on laisse tomber. Alors, si on y appliquait plutôt des méthodes de développement de software, parce que c'est ce que c'est. C'est une solution technique qui répond à des besoins, on va en parler, à vos objectifs, que ce soit, on va avoir plein d'objectifs, des objectifs en termes de revenus, en termes de visibilité, en termes de pénétration de marché, etc. Ben, votre site web doit répondre à vos objectifs. Il ne doit pas être joli, ah, j'ai un site web. Et aujourd'hui, pour ça, les méthodes agiles, Scrum, s'appliquent très bien. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, votre site, ben, créez-le au plus vite, 30-45 jours, et concentrez-vous sur les 20% des fonctionnalités qui font 80% du boulot. Non, vous n'avez pas besoin d'avoir, dès votre première version de site, un lien synchronisé avec votre agenda Google de vos 6 assistantes pour qu'on puisse prendre des rendez-vous en ligne. Pour la bonne et simple raison qu'il faut d'abord qu'on vous trouve avant de prendre un rendez-vous en ligne. Alors, il existe des super... Je ne connais pas tous vos business individuellement. Ça peut être une très chouette fonctionnalité, ça peut être une fonctionnalité à très forte valeur ajoutée. Mais si on remet une optique scientifique là-dessus, il y a quand même... La première mission, c'est d'attirer du monde. Pour ça, il faut être présent. Déjà, il n'y a rien de pire que bosser 6 mois sur un site web, parce que déjà, c'est 6 mois de boulot pendant lesquels il ne se passe rien. Surtout pendant lesquels on ne constate rien. On ne sait pas si ça marche bien, si les gens viennent, si les gens ne viennent pas, si les gens convertissent, si les gens ne convertissent pas. Non, non, on est en train de réfléchir comment est-ce qu'on va faire un lien entre telle base de données et telle base de données, et puis il faut qu'on gère notre solution de RP externe, il faut qu'on intègre tout ça. Lancez votre site, vite. Allez live. Vous avez 3 pages, c'est très bien. Faites-nous 3 bonnes pages. On pourra parler après, autour d'une bière, de c'est quoi une bonne page. Une bonne page, ça répond à la question de votre utilisateur. Et puis, de façon mensuelle, trimestrielle, presque tous les jours, il faut l'améliorer, morceau par morceau. Alors, on sait qu'il y a certaines fonctionnalités qu'on veut créer, je ne sais pas. Vous faites du crédit, vous voulez une fonctionnalité de simulation de crédit. Ça paraît évident que ça va aider le visiteur à devenir prospect et pourquoi pas à devenir client, à faire sa décision. Voilà, je suis à la recherche d'un crédit, je veux savoir combien il va me coûter. C'est une question simple. Mais si le simulateur de crédit, vous le créez là, votre site web, il a déjà travaillé pour votre entreprise tout ce temps-là. Plutôt que d'attendre un an, on le fera dans la prochaine version du site. Si je viens sur le site au point A et que je ne trouve pas ce que je veux, je ne reviendrai plus. Alors, là, je ne vais pas être d'accord avec vous, parce que ça c'est votre responsabilité de ne promettez pas aux gens qui vont trouver un simulateur de crédit sur votre site si le simulateur de crédit n'est pas là. Mais alors, je peux tout à fait concevoir que ça fait peut-être partie des 20% des fonctionnalités qu'on a besoin. Ça va dépendre de votre marché, ça va dépendre de votre cible. Je n'ai aucun moyen, aujourd'hui, il n'y a pas de recette miracle. Il n'existe pas une bonne façon de faire des sites. Mais il existe une bonne méthode de les faire. Et ça, c'est travailler de manière scientifique, itératif, pour sortir un mot compliqué, où on va faire une hypothèse. Je fais l'hypothèse que si je développe un simulateur de crédit sur mon site, cela va permettre d'augmenter la génération de prospects de 3%. OK. Est-ce que c'est un objectif prioritaire? Oui, OK, on lance, on le développe. OK, on le développe. Dans le mois, on le développe, on met un développeur, 5 jours dessus, on y va, on le lance, puis on le met en ligne. Et puis, 2 mois derrière, on va mesurer, ah tiens, on a cartonné, on avait raison à 200%, mais on a sous-estimé nos efforts parce qu'on a eu on avait prévu du 3% d'amélioration, on a eu du 7%. Ou à l'inverse, on a eu du 1,2% d'amélioration au lieu de 3%. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va nous permettre de revenir sur nos pas et de nous dire, tiens, comment est-ce qu'on pourrait faire mieux? Qu'est-ce qu'on a raté? Est-ce que c'est au niveau de l'explication de l'outil? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de gens qui utilisent cette fonctionnalité? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de gens
devant lesquels on présente cette fonctionnalité, là, je peux vous inventer des exemples pendant des heures. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'en travaillant comme ça, au mois 3, on peut se dire, tiens, cette fonctionnalité qu'on a développée, comment ça a marché? Plutôt que de commencer ici et de se dire, ah, cette fonctionnalité-là, ça va marcher, et puis, bon, ben, que ça marche ou que ça ne marche pas. Alors, je caricature. Il y a toujours des changements qui se font, il y a toujours des modifications. On change la date dans le footer du site une fois par an. Pas mal. C'est pas une bonne idée de définir c'est quoi le minimum Alors, avant de lancer un site. Tout à fait. C'est là que je parlais des 20% des fonctionnalités. Alors, c'est un peu arbitraire comme truc, suivre la loi de Pareto, mais c'est vraiment réfléchir et, encore une fois, à faire des hypothèses sur quelles sont les fonctionnalités qui vont avoir le plus grand retour sur l'activité. Quelles sont les fonctionnalités dont on a besoin. N'importe quel site internet, aujourd'hui, il a besoin d'un système de formulaire, tout simplement, pour pouvoir capter les emails des gens. Alors, il y a plein de systèmes de formulaires différents, mais il faut retrouver, on peut le développer, on peut utiliser un plugin. On pourrait revenir là-dessus dans des prochains workshops. Mon objectif, c'est de lancer aujourd'hui, de faire un peu une introduction, et puis dans des prochains épisodes, pouvoir aller beaucoup plus dans le détail sur comment est-ce qu'on priorise tout ça. Alors, là-dessus, les méthodologies agiles, les parties Scrum de l'agile vont pas mal nous aider. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est on va lister toutes les fonctionnalités qu'on peut. On brainstorm, on essaye, on teste, on va voir ce que fait la concurrence, on va voir ce qu'ils font sur les autres marchés. On arrive, voilà. Une fois qu'on a 100, 125 fonctionnalités, on se dit qu'on doit avoir fait le tour. Et on va en sélectionner 20%. Si c'est 23%, c'est 23%. Mais le but, c'est vraiment de se concentrer sur les 20% qui font 80% du boulot. Et ça, effectivement, il faut penser à le lien avec la machine à café. Oui, ça peut être une fonctionnalité, pourquoi pas. Ça n'a pas été fait souvent, en tout cas, je ne l'ai pas vu. C'est peut-être une idée pour passer sur Mashable ou TechCrunch pour se faire voir, mais en attendant, en travaillant comme ça, votre site web, vous allez va devenir un outil pour votre business et pas une tare qui coûte de l'argent. Et en plus de ça, dès le début, en le pensant comme évolutif, ça va vous permettre, avec votre marketing et vos ventes, de tirer des enseignements et de l'améliorer. Aussi bien que le site en lui-même va permettre de récolter des informations qui vont permettre de donner des indications à votre marketing et à vos ventes. Bon. Et on fait ça comment? On commence par où? Je vais essayer de ne pas en parler pendant 3 heures. Une fois qu'il fait nuit, on coupera. Commençons par un schéma un peu compliqué où il y a plein de choses. De nouveau, on a 3 grandes étapes. Générer de la demande. Ça, c'est le marketing. C'est en gros, être venu, la demande est de là. Il faut présenter un contenu devant votre cible. C'est le premier moyen. Que ça soit une carte de visite, c'est un contenu. Hein. Que ce soit une carte de visite, un coup de téléphone ou un article sur votre blog, il faut les mettre face à face à un contenu. On pourra revenir sur les différents outils, mais une fois que ça c'est fait, là vous avez votre prospect, c'est bien. Ça va dépendre de votre structure. Ça va dépendre du nombre de gens qui travaillent dans vos ventes. Mais le boulot du marketing s'arrête une fois qu'il a généré la lead, il l'a qualifié, parce que une fois qu'on grandit un petit peu et qu'avec un système comme ça, on génère, il n'y a pas de valeur d'exemple parfait, mais 500, 1000 leads par mois, si on est 2 ou 3 dans l'équipe, de toute façon, c'est physiquement impossible de les suivre individuellement, chacune. Donc, c'est pas mal que dans le marketing, on puisse permettre de les qualifier. Une fois qu'on l'a identifié, ça fait partie de la conversation. Une façon de qualifier son lead, ça va être de dire, tiens, est-ce qu'il a, sur les 5 emails que je lui ai envoyés, une fois sur les 5 emails, s'il en a ouvert 4 et cliqué dans 2, je considère qu'il est qualifié par le marketing, MQL,
et donc je l'envoie à la vente. Enfin, du moins, même si c'est la même personne, même si c'est la même équipe qui s'en occupe, mais c'est dans l'optique de dire, voilà, le boulot du marketing, on l'a qualifié, maintenant, on va travailler cette lead au corps. Et là, de nouveau, on va pouvoir échanger des contenus pour qualifier cette lead jusqu'à ce qu'elle soit prête à la vente. Et jusqu'à ce que ça soit intéressant pour la vente, de se dire, OK, là, ça vaut le coup que j'y passe un quart d'heure, je décroche mon téléphone et j'appelle. Ou j'envoie un mail personnalisé. Et puis, on a nos consommateurs, jackpot, bah, on peut continuer, on recommence. Alors voilà, il faut les tenir au courant, on peut leur demander leur avis. Mais le plus intéressant, c'est que tout au long de cet entonnoir, il faut mesurer, et puis il faut prendre des décisions sur ce qu'on a mesuré. Parce que le plus grand expert du web marketing du monde n'a pas raison à tous les coups. Ou même s'il a raison à tous les coups, ben, il y a toujours moyen de faire mieux. Aujourd'hui, si on vous rend compte, voilà, vous lancez une campagne. Votre première campagne, ne vous figez pas au résultat de votre première campagne. Ce qui est vraiment important, c'est que la deuxième soit meilleure que la première. Que la troisième soit meilleure que la première. Et plus compliqué, c'est que la 10e soit meilleure que la première. Et qu'on n'ait pas fatigué nos leads, et qu'on ait bien géré les délais qu'on va mettre entre nos messages. Parce que ça crée du contenu. Je ne vais pas dire que c'est facile, mais s'il faut créer du contenu, on peut créer du contenu. Mais envoyer 12 mails par jour à quelqu'un, c'est la meilleure façon de perdre cette communication qui a été ouverte. Je ne pourrai jamais le dire assez, j'ai commencé en introduction là-dessus, fixez-vous des objectifs. Un objectif, des objectifs. Mais votre site internet doit vous permettre de résoudre un problème. Doit vous permettre d'atteindre quelque chose. Je vais vous faire une proposition de ce qui est, à mon sens, les 3 premiers indicateurs sur lesquels il faut s'attarder. D'abord, le nombre de visiteurs. Vous vous souvenez, au début, il faut attirer du monde. Vous lancez un site web demain, ben, vous avez suivi tous mes bons conseils, vous êtes concentré sur les 20% des fonctionnalités, vous voulez le faire évoluer, ben, il faut maintenant faire venir du monde. Un de vos objectifs, peut-être, ben, je veux, dans les 3 premiers mois, atteindre 200 visites par mois. Des chiffres que je lance. 200, 2000. J'aurais plus facilement atteint 200 que 2000. Un deuxième élément, c'est le nombre de vos prospects. Là, il n'y a rien à faire. Si on met en place des éléments de conversion sur le site et qu'on ne mesure pas les prospects, là, c'est ça qui est intéressant. Pour ne pas tomber dans le travers que j'utilisais en exemple tout à l'heure, avoir un énorme numéro de visiteurs, c'est bien, oui, quand vous allez présenter ça au board, quand vous expliquez ça à votre femme. Oh, 7000 personnes sur mon site ce mois-ci, ouais, les affaires vont bien. Mais non. Vous voyez du monde, mais si vous n'avez pas les prospects derrière, même chose. Alors, ne vous fixez pas 50 prospects le premier mois de votre site. Je vous le souhaite. C'est tout le malheur dont je vous souhaite. Mais au début, concentrez-vous sur les visiteurs, attirer du monde. Fournir des contenus, distribuer des contenus qui vont permettre de vous faire voir, que vous soyez consulté. Puis on va un petit peu plus loin, on parle des prospects, et puis le nombre de clients, je vais vous expliquer. C'est seulement en ayant des clients que vous pouvez mesurer ce qu'on veut tous, un retour sur investissement. Un site internet où on dépasse le cadre du site, mais tous les outils que vous mettez en place, tous les outils digitaux que vous mettez en place, ils n'ont un seul objectif, c'est faire du pognon. Enfin, après, on aime, on n'aime pas, on partage pas, mais une entreprise commerciale a un objectif, c'est faire du pognon pour ses actionnaires, que vous soyez employé, propriétaire, actionnaire vous-même. Quand vous achetez votre part d'Apple, vous voulez qu'elle grimpe, pas l'inverse. Et pour ça, il faut les clients. Mais ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on sait tout mesurer aujourd'hui. Et les techniques de communication digitale sont, à ma connaissance, le seul moyen de communiquer, surtout les seuls moyens de mesurer un retour sur investissement. Vous mettez une pub dans PaperJam, vous savez que ça vous coûte 3500, 5000 balles la page. Après, qu'est-ce que ça vous rapporte? Ça devient difficile à mesurer.
Je n'oserais pas dire que ça ne rapporte rien. Mais ces techniques traditionnelles d'imposer un message, souvent que quelqu'un n'attend pas, ne recherche pas, c'est un peu aller se mettre sur la place Guillaume et crier qui est-ce qui a besoin de ça? Qui veut acheter une fenêtre? Ben, il n'y a pas grand monde qui va espérer que parmi les combien de centaines de milliers d'éditions de Paper Jam, il y ait des centaines de milliers de lecteurs de Paper Jam, il y ait des dizaines de milliers de lecteurs, des dizaines de milliers de lecteurs de Paper Jam, il y ait une partie qui fasse partie de votre cible, et puis espérer dans cette cible, ah oui, ils ont vu votre page de pub, page 47, entre une pub pour un parfum et une pub pour une montre de luxe. Ah oui, ils ont vu votre pub. Il faut espérer que cette pub puisse les convertir. Alors, c'est bien. Quand l'argent n'est pas un problème, pourquoi pas, au final, vous ne savez pas quoi faire, mais avec 5000 balles sur le web, vous savez faire des choses. Hein. On sait construire des outils, on n'est plus dans ces idées de budget. Ah, pour communiquer, il faut suivre le modèle de L'Oréal. Alors voilà, L'Oréal, quand eux ils lancent un produit, ils savent que leur nouveau crème anti-cerne pour hommes, ben, ils la lancent avec un budget de communication de 6 millions parce qu'ils ont mesuré que voilà, ils inondent tellement le marché qu'ils finissent par les vendre. Mais tant que ce n'est pas votre luxe, tant que vous n'avez pas 30 milliards en trop pour acheter LinkedIn et pour rajouter de la pub à gauche à droite, ben, le web, ça reste le seul moyen de... C'est pas que ça reste, c'est le seul moyen de savoir que sont devenus les 5 000, 10 000, 20 000 euros que vous avez mis sur la première année pour développer tout ce que vous avez fait. On a parlé des outils, on a parlé de comment est-ce qu'on va développer tout ça, quelle méthode on va procéder, mais il n'y a rien à faire, il faut quand même un petit peu se gratter le cerveau au début. Que vous travaillez avec une agence, avec un freelancer, que vous travaillez en interne, hein, il existe des tonnes d'outils qui permettent déjà de faire des choses très bien, tout seul, sans grande connaissance technique. Un petit peu d'aisance sur un ordinateur peut suffire. Une question à laquelle vous devez répondre, il y a un élément que vous devez déterminer sur les profils types, les avatars de vos consommateurs, de vos clients. Faire cet exercice-là, ça va vous permettre de savoir à qui vous vous adressez, de définir une bonne fois pour toutes à qui vous vous adressez. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez clairement vous avez des profils de clients ou quand quelqu'un vous demande, vous ciblez qui les PME luxembourgeoises. Oui, vous vendez des services, de communication, oui. Mais quand votre cible est les PME luxembourgeoises, que vous ciblez tout le monde, c'est cibler personne. Pourquoi est-ce que la PME luxembourgeoise qui travaille dans l'industrie et dans l'industrie lourde, dans la scierie, viendrait chez vous? Est-ce qu'elle va aller chez vous? Est-ce qu'elle va aller chez une agence de com qui dit « Ah, nous, on est spécialisé dans la communication d'entreprises industrielles, on connaît, on a nous-mêmes des ingénieurs en interne, donc on connaît vos process, on comprend vraiment vos besoins. » Le jour où je serai responsable d'ArcelorMittal, même s'ils vont peut-être plus rester longtemps ici au Luxembourg, je choisis celle qui est spécialisée parce qu'elle a des connaissances de mon marché beaucoup plus pertinentes que celle qui cible tout le monde. Ce n'est pas un exercice que vous faites une fois et que vous mettez dans un coin. Faire cet exercice de définir quelles sont vos cibles, c'est évolutif parce que tout simplement, en étant sur le marché, quand vous serez sur le marché depuis 6 mois, depuis 1 an, vous êtes peut-être déjà sur le marché depuis 15 ans, fatalement, vous connaissez mieux aujourd'hui ou qu'il y a 15 ans. Comment est-ce qu'il réagit? C'est qui la personne qui décide au final? C'est qui achète au final? C'est l'assistante, c'est le responsable marketing, c'est le responsable des achats, c'est le RH, c'est directement le CEO. Et ce CEO, c'est quoi ses centres d'intérêt? Qu'est-ce qui l'amuse? De nouveau, on fait des hypothèses. Le but n'est pas de décrire une personne en particulier, mais de pouvoir
quand vous utilisez vos différents outils, vous adressez à quelqu'un. Il n'y a rien de pire qu'un email qui commence « Ah, chers tous, dans le cadre de notre nouveau lancement de produit, on a une offre en 6 facettes afin de pouvoir toucher tous les marchés, de répondre à tous vos besoins. » Ok? Vous avez fermé le mail. Mais par contre, si vous envoyez aussi au directeur ou au responsable technique d'une entreprise industrielle « Ah, on a une solution à votre problème, précisément. Ah, mais j'ai ce problème. Ah, bingo. » Mais pour ça, si vous n'avez pas une fois fait l'exercice de mettre sur papier, au début, il ne faut pas grand-chose. Je suis en train de préparer un article qui sera sur mon blog bientôt. Je ne manquerai pas d'en faire la promotion tout à l'heure. Justement sur comment développer les biospécimens. C'est un exercice en tant que tel, de nouveau. On va en faire un workshop de 2 heures. Mais c'est en déterminant qui sont possibles que vous allez pouvoir les intéresser avec vos différents contenus. Et une fois qu'on sait qui est notre cible, attardons-nous un petit peu sur son processus décisionnel. Il existe une farandole de modèles, de différents psychologues qui ont fait ça. J'aime bien résumer ça en 3 étapes. C'est un peu simpliste, on peut le refaire, c'est déjà un commentaire que j'ai entendu, ah oui, c'est un peu réducteur. Certes, je pense que 3, c'est un bon nombre pour commencer. Après, le jour où vous avez votre communication qui tourne tellement bien, je vous invite à rajouter des étapes intermédiaires et des niveaux dans chacune des étapes. Mais en gros, la recherche, tout ce qui est, c'est les psychologues, les psychiatres qui ont fait ces recherches, on s'est rendu compte qu'on ne prend pas une décision comme ça. Une décision, c'est un processus qui, même s'il semble anodin et automatique, est-ce que vous pensez parfois à la façon dont vous avez pris la décision? Peut-être, moi je sais qu'en tout cas pas assez souvent, mais on peut résumer ça en 3 étapes. La première étape, c'est la prise de conscience. C'est de se dire, ah, j'ai peut-être un problème. On n'a pas encore de réponse à ce problème. C'est typiquement, vous vous levez le matin, vous toussez. Ah, vous vous rendez compte, tiens, c'est pas normal, hier c'était pas comme ça. Il faut peut-être que je m'en occupe. Vous toussez encore un peu plus, vous vous dites, bon, ok, il faut que je comprenne pourquoi je tousse. C'est un symptôme. D'un côté plutôt business, on peut dire, voilà, j'ai des visiteurs sur mon site, 2436 le mois dernier, mais je n'ai pas de clients. Le téléphone ne sonne pas. Ah, c'est un problème. Il y aura pas mal de solutions, mais... Un processus décisionnel, il commence par ce moment-là. Personne n'achète une voiture avant d'avoir un besoin de se déplacer, avant d'avoir compris qu'il avait envie d'aller du point A à un point B, et que 14 km à pied, c'est pas tous les jours. Et donc il va commencer des recherches. Tiens, mode de déplacement. On arrive dans la phase où il va considérer des options. Il va rechercher son problème, je tousse, qu'est-ce que ça peut être? Tu peux avoir un chat dans la gorge, tu as peut-être une grippe, peut-être le rhume des foins, plutôt des éternuements. Et il va commencer à shortlister des solutions possibles. J'ai besoin d'une voiture. Bon, quelle voiture je pourrais bien acheter? J'ai entendu dire que les Japonaises étaient pas mal, mais bon, les Mercedes, c'est quand même une affaire sûre. Bon, bah, automoto.fr.com.be. Et on va considérer des options. Ah ben voilà. J'hésite maintenant, je vais faire mon travail de recherche, je vais hésiter entre Merco et puis il est temps de décider. Maintenant, voilà, j'ai besoin de prendre ma décision, j'ai mon board qui m'a donné un budget com, je peux avancer, je dois avancer, je dois résoudre ce problème que nos visiteurs ne convertissent pas. Qu'est-ce que je vais choisir? Est-ce que je vais choisir telle agence ou telle agence? Est-ce que je vais utiliser MailChimp, ActiveCampaign, ou est-ce que je vais utiliser HubSpot ou Pardot? Est-ce que je vais utiliser WordPress ou Joomla? Et vous comprenez maintenant que vos contenus, votre façon de présenter les informations, gardez ça en tête.
votre responsable technique dans une entreprise industrielle, quand vous rentrez en contact avec lui, vous n'allez pas lui proposer un contenu qui dit comparaison en 54 pages des 3 leaders du marché pour la production de ciment. Pour la bonne et simple raison que s'il n'a pas encore identifié qu'il avait un problème et qu'il pourrait changer son fournisseur de ciment, ben, ça sert à rien. On va plutôt arriver sur des contenus pour l'aider à prendre conscience de son problème. Type les 3 facultés inconnues des nouvelles technologies de ciment. C'est pas mal comme titre. Il faut en faire quelque chose. Et puis quand il va décider, là, quand il va considérer, là, il va vouloir analyser, il va vouloir comparer. Donc là, il y a peut-être... c'est peut-être là qu'une fiche technique va être utile. Et puis quand il va devoir décider, c'est peut-être là qu'un case study va être utile. Un case study, c'est un contenu qui met des jours à produire et qui met parfois 15 minutes, mais si c'est un peu plus complet, si on le fait en quelques pages, qui met presque 1 heure à consulter. À prendre conscience, il faut le télécharger, il faut trouver le temps dans son agenda. C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment besoin d'une solution, il ne va pas vous offrir 1 heure pour vous faire plaisir. Mais ce contenu-là, si le bon contenu est donné à la bonne personne au bon moment, jackpot. Et on parle de contenu, on parle de contenu, on parle de contenu. Un exercice qui peut être très intéressant, vous pouvez même faire ce soir, c'est, si vous avez des contenus existants, pensez à vos buyers personas, vos avatars de clients, définissez-en 3, 4, commencez pas à en faire 17. Si vous avez un directeur marketing, un employé marketing, non, ça devient un marketeur. Si vous avez des contenus existants, il serait intéressant de voir dans quelle mesure vos contenus répondent, ou du moins sont ciblés vers qui est-ce que cible ce contenu? Est-ce que c'est le marketeur, ou est-ce que c'est l'ouvrier, ou est-ce que c'est la ménagère? Non? Et ensuite de voir à quel moment de son processus décisionnel ce contenu-là va être intéressant pour lui. Et ça va aussi vous permettre, si vous avez déjà un site existant avec des contenus, tout ça, ça va aussi vous permettre de vous rendre compte que la moitié des contenus, déjà vu que vous voyez sur Google Analytics que personne ne voit ces pages, et puis qu'au final vous vous rendez bien compte que non, ça ne s'adresse pas vraiment à quelqu'un, enlevez-les. Concentrez-vous sur les 20% des fonctionnalités, sur les 20% des contenus qui vous donnent de la visibilité, parce qu'un contenu qui s'intègre mal là-dessus, c'est potentiellement un risque qu'un mec qui soit intéressé par vos services, qui ait un beau potentiel, en fait, il se retrouve devant un contenu qui ne l'intéresse pas du tout, et puis, ouh là là là. Non, voilà, il a quitté votre site. Et pour ceux qui commencent, les contenus, ça fait toujours peur. Ce n'est pas un travail évident, c'est pas facile de produire des contenus. J'ai pour ça un exercice qu'on utilise assez souvent, surtout au début, 10 x 10. C'est égal à 100. Je vous avais dit que j'étais scientifique de base. C'est un exercice très intéressant. Prenez une feuille de papier, tableau Excel, une note dans Evernote, ce qui vous convient le mieux. Et selon vos spécialités, selon le marché, votre marché, vos produits, ce que vous connaissez le mieux au final, listez 10 sujets. 10 sujets sur lesquels vous pourrez parler toute la nuit. Si je ne prétends pas pouvoir faire cet exercice à votre place, mais si je me l'applique à moi-même, voilà. Inbound marketing, landing page, taux de conversion, site internet, WordPress, HubSpot. On arrive vite à 10. Si vous en avez un peu trop, c'est pas grave, ça fera du bonus. Et maintenant, sous chacun de ces 10 grands thèmes, allez trouver 10 sujets de contenu. En pensant de nouveau à qui je m'adresse et à quel moment j'interagis. En 1 heure, 2 heures de travail, vous avez vos 100 prochains contenus. Ça va évoluer. Hein. Vous n'en produirez peut-être que 60 sur ces 100-là. Mais au moins, vous les avez. Parce que d'expérience, je ne sais pas ceux d'entre vous qui ont déjà essayé de
produire des contenus, de commencer à rédiger, surtout si on n'est pas journaliste, si ce n'est pas notre métier. Le plus difficile, c'est de se dire de quoi je vais parler. Parce que, comme je le disais, demain, je dois écrire un article pour mon blog. Là, je parle de web, je parle de marketing, je peux parler d'outils, je peux parler de techniques, je peux parler d'actualité. Ce que je sais, c'est que si je n'ai pas un outil comme ça, je vais commencer par passer 1h30 à décider ce que j'allais faire. Et pas de bol, il ne me reste déjà plus qu'une demi-heure dans mon planning. J'avais bloqué 2 heures pour produire mes contenus. 10 fois 10. Et vous voyez, doucement mais sûrement, on revient ici, on a avancé. On a commencé à réfléchir au contenu, on a commencé à réfléchir à comment est-ce qu'on allait produire les bons contenus. Mais maintenant, la question qui est intéressante, c'est, maintenant on a des contenus, ok, on a attiré du monde. Il serait peut-être temps d'en faire des prospects. Je vais essayer maintenant de vous faire une petit récap en 4 étapes. Ce sont 4 étapes qui ne sont pas... on peut les interchanger. Encore une fois, on peut dire je vais faire 3 étapes, je vais faire 5 étapes. Mais c'est les 5 étapes qui, à mon sens, sont intéressantes. En tout cas, si vous devez faire une seule page sur le web, faites en sorte qu'elle réponde à ça. Et ça, c'est une offre de contenu. Alors, on a parlé des contenus que vous allez produire. Les contenus, il va falloir les distribuer. Fatalement, il faut les distribuer gratuitement. Il faut qu'on vous trouve, il faut que l'on vous voit. Mais des contenus, vous l'avez déjà tous fait. Un site internet qui dit « Ah, vous voulez télécharger ma checklist pour faire ça là. Ah, vous voulez télécharger mon template ?» Si vous allez sur mon blog, vous verrez, il y a plein d'articles. Je donne une partie de la solution. Et derrière ça, vous voulez aller plus loin, ben voilà, il y a un template, il est gratuit, il est fait pour vous aider. Je vous ai expliqué comment l'utiliser. Ben, laissez-moi votre email. Vous ne voulez pas me laisser votre email, c'est pas grave, je garde mon template pour moi. Dans mon article de blog, j'ai réussi à vous convaincre, j'ai réussi à vous faire comprendre quelque chose, j'ai réussi à provoquer ce moment un peu... Ben, l'email, vous allez me le donner. C'est comme ça que vous allez commencer à générer des leads. Ça, c'est l'offre de contenu. Ça peut être un PDF, ça peut être une inscription à une conférence, ça peut être un webinaire, ça peut être une checklist. Encore une fois, là-dessus, l'imagination, elle est sans fin. Ça ne vous vient pas un petit peu trop technique pour utiliser que les gens Alors, arrêtent de donner notre email dans des emails qui n'ont rien à voir. C'est un problème qui peut se poser, que les gens mettent leur adresse, une fausse adresse, un truc pour accéder au contenu. Encore une fois, il faut traiter un problème quand il se pose. J'ai pour habitude d'essayer de simplifier ce process au maximum pour l'utilisateur. Par défaut, on ne va rien faire. On pense que les gens sont de bonne foi. Et si le contenu intéresse la cible, votre utilisateur, pourquoi est-ce qu'il donnerait un faux email? La dernière fois que vous êtes allé, que vous avez trouvé un contenu qui répondait à votre problème, est-ce que vous avez donné un faux mail pour ne pas le recevoir, pour ne pas le truc, ou est-ce que vous avez donné le vrai email? Alors après, il y a différentes politiques. On peut se dire, je ne vais pas donner accès via le site, je vais donner via le mail, comme ça je confirme l'adresse mail. Je vais confirmer l'inscription ou pas. Ça, c'est des tactiques et c'est des choix que vous allez devoir prendre au niveau de cet outil, mais je vous conseillerais au début, au plus simple, le mieux. Et il vaut toujours mieux que quelqu'un vous donne une fausse adresse, mais qu'il ait quand même téléchargé le contenu. Si le contenu lui plaît, il pourra peut-être revenir vers vous, il viendra sur votre site et peut-être que la 3e fois, il donnera une vraie adresse. Parce que vous allez pouvoir proposer aussi des séries d'emails. C'est quelque chose qui marche très bien. Quelqu'un qui a envie, qui est dans cette phase de considération âge tous. Hein. Inscrivez-vous ici pour recevoir je ne suis pas médecin, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais les remèdes de la toux, les différentes causes et remèdes de la toux en 3 emails sur 10 jours. Ça vous intéresse? Laissez votre email. Bah, si ça l'intéresse vraiment, il va mettre son email. Vous disiez que, alors, il nous laisse l'email pour que nous, on peut avoir
Ouais. Alors, j'ai une adresse email où je reçois tout ça. Ouais. Je le regarde maintenant, j'en ai presque jamais. Parce que c'est plein de newsletters, des sites web que j'ai regardé à un certain moment. Peut-être que j'étais intéressée par certains templates ou quelque chose, mais puis c'était plus d'actualité. Alors, Je trouve qu'il a resté. il y a un bouton les inscrire. Oui, ça aussi. Alors, personnellement, sur les. Alors, ça n'existe pas une autre solution, genre, il est informé que moi j'ai une autre offre, une nouvelle ou quoi que ce soit, et lui s'il veut, il vient, il entre, parce que le problème il est toujours d'actualité, ou pas. Parce que l'email, il va se alors, ça c'est. Ce sont des tactiques de réengagement. Ok, vous avez tout à fait raison du fait que, au fil du temps, si vous avez une base de 1000 contacts, bah, les interactions elles ont tendance à se tasser parce que les gens vous oublient, parce que les gens ont trouvé la réponse à leurs problèmes, ils n'ont plus besoin de vous. Ils ont acheté chez vous, ils ont acheté ailleurs. Ça arrive aussi. Alors, je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup d'emails. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que déjà de 1, au plus le temps avance, au plus les utilisateurs des emails deviennent intelligents sur la façon dont ils gèrent leurs emails. Il n'y a plus personne qui donne son email partout pour recevoir des boîtes. On a appris à désinscrire des emails. Ce n'est pas encore parfait, mais ça avance de ce côté-là. Et surtout, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, l'email reste l'outil de communication numéro 1 de tout le secteur business. Dans B2B, c'est l'email. On n'aime plus téléphoner, on envoie un mail. Et que tant que le contenu intéressera votre cible, ils vont l'ouvrir. Maintenant, effectivement, je ne parle pas de taux d'ouverture de 100%, il n'y a jamais quelqu'un qui va ouvrir 100%. Mais on n'a pas besoin que... Enfin, ce serait un beau record que du haut de ma jeune carrière, j'ai encore jamais atteint. 100% de taux d'ouverture, enfin si on l'envoie à 3 personnes, on peut peut-être y arriver. Est-ce que vous pouvez le dire au Luxembourg, parce que ici, c'est Oui. un marché assez C'est exact. On C'est exact. parle pas des pays comme l'Allemagne ou France où il y a beaucoup de gens qui parlent une seule langue. Okay, Et tout ça. Alors, si on reste sur le Luxembourg, comment ça marche? Parce que les emails ici, pour les gens qui, même s'ils ont lu votre blog ou des trucs comme ça, ils ne vont pas acheter parce qu'ils ne vous connaissent pas. Il faut une recommandation. Quelqu'un, un ami, qui connaît, ah oui, je connais cette personne, il ne faut même pas lire mon blog ou avoir mes diplômes ou je ne sais pas quoi, il vient, il achète. Ça c'est bien ça, les gens qui viennent et qui achètent. Oui, mais c'est souvent ceux qui posent le plus de problèmes derrière. Hein. Alors, Parfois, alors, je suis arrivée ici parce que ce qui est... c'est une ouverture vers des gens que moi je ne connais pas. Il y a beaucoup d'hypothèses dans ce que vous dites, et je suis plutôt d'accord avec vous, le marché luxembourgeois n'est pas un marché évident. Déjà, le fait qu'il y ait plusieurs langues, ça complique la communication. Ça complique la communication. On fait une partie en anglais. Alors, je n'ai pas la solution miracle. Désolé. Je ne l'ai pas encore trouvée. Alors, justement, c'est ce que j'ai fait depuis le début. Créer un contenu qui va persuader la personne. C'est peut-être que les contenus que vous proposez, ils ont vu l'article de blog, mais si derrière, vous ne pouvez pas lui en donner pour son argent, pour son email, on veut que les gens convertissent. Les gens viennent sur le blog, les gens consultent les articles. Quel est votre objectif? Qui vous contacte par rapport à où ça, directement depuis le site internet? Oui, formulaire de contact sur le site internet, oubliez, hein, ça marche plus. Qu'est-ce que vous vendez? Beaucoup de gens qui font c'est ce que vous faites ou de CE ou des trucs comme ça qui disent oui, votre site il a un potentiel. Alors j'ai 10 emails par jour des personnes comme ça et je ne veux pas les attirer, mais j'ai pas. Enlevez le formulaire. Qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous vendez et à qui? Voilà, je ne suis pas en business proprement dit, je suis coach psychologue.
vous vendez des services à des gens qui ont des problèmes. Et qui ne peuvent pas parler de leurs problèmes. Effectivement. Effectivement. Parce que si je parle des problèmes, Il y a un côté tout à fait. Je vais prendre un exemple d'une cliente qui est coach, pas psychologue, mais qui est coach en développement personnel, tout ça. Une solution pourrait être de créer une série de quelques vidéos, quelques PDF où vous présentez des solutions, vous présentez. Il faut quelqu'un qui arrive sur votre site, vu que vous vendez plus que vos services, vous vous vendez vous. Il faut déjà qu'on puisse vous voir. Il faut qu'on puisse vous voir, il faut qu'on... Si vous voulez avoir une chance que l'on vous contacte, commencez par dire bonjour à tout le monde. C'est pas grave. C'est pas grave. c'est grave parce que si on met une vidéo qui ne marche pas comme il faut, là, c'est pire. Mais Vous faites le service de coach psychologue en personne ou via Skype En même temps, je fais en personne aussi par Skype si les personnes. Donc vous n'êtes pas limité au marché luxembourgeois. En plus. Et vous êtes l'outil le plus important Je sur n'ai les pas de listings problème de coach. Ouais, ce que je vous propose, c'est d'utiliser, d'en parler peut-être plus en détail de votre cas autour d'une bière dans une seconde. Mais peut-être ce qui manque dans vos appels, c'est ça. Alors, on peut aller voir votre site tout à l'heure, mais les fameux call to action. Parce que quelqu'un qui vient sur un site, qui soit aussi bien fait qu'il soit, aussi intéressant que soit le contenu qu'il y a trouvé, il faut le prendre par la main. Parce qu'on sait que voilà, si on le prend par la main, et c'est via des appels à l'action. Alors ça peut être contactez-moi. Maintenant, contactez-moi, c'est une action qu'on appelle à haute implication. Les gens sont timides, les gens n'ont pas le temps, les gens regardent votre site dans le bus le matin sur leur téléphone. C'est peut-être pas le bon moment de vous envoyer un mail, surtout pour leur parler de leurs problèmes de mal-être ou de je ne sais quoi. Par contre, si vous l'indiquez, peut-être qu'une idée pour vous, ce serait d'offrir des consultations gratuites de 15 minutes où inscrivez-vous ici et on fixe un rendez-vous Skype de 15 minutes pour faire connaissance. Ça, c'est ce que vous proposez. Derrière, un bouton à consultation gratuite de 15 minutes. Ah oui, ça m'intéresse, ce serait peut-être bien que je fasse le passé. C'est une hypothèse que je fais, à voir dans votre cas, mais l'objectif de ce call to action, c'est d'emmener vers la fameuse landing page. Le call to action se passe pas sur le home média, mais sur d'autres, c'est pas sur le média qu'on est propriétaire. Ça fait partie des actions, des tactiques de distribution des contenus. Le call to action est un contenu qu'on veut partager, on veut mettre un post sur Twitter. Bien sûr. Et justement, le but de ce call to action à l'extérieur, c'est de ramener vers votre landing page, chez vous, là où vous avez le contrôle, là où vous possédez les informations, là où vous avez les outils de mesure. Et qui peut être aussi un autre que le landing page directement sur le Skype ou sur autre chose. Il faut que la landing page soit celle de... Alors, le call to action, c'est un bouton qui dit voilà ce que vous pouvez obtenir. C'est un post sur Facebook qui dit nous offrons ceci, nous faisons cela, venez. On veut attirer du monde. Alors, c'est sur le site ou à l'extérieur du site. C'est partout où on a envie d'attirer du monde, où on a réussi à avoir un contact avec quelqu'un et on veut qu'il fasse une action pour le convertir. Et à ce moment-là, alors le but c'est de les ramener sur une page qui n'a qu'un seul but, c'est de le convertir. C'est la fameuse landing page. Pour reprendre l'exemple d'une consultation gratuite, c'est une page qui ne va pas parler de vous, qui ne va pas parler de vos services, sur lequel on va enlever les menus. On veut le moins de distractions possible. C'est remplis-moi le formulaire, laisse-moi ton email, c'est l'information que je veux, ton nom, ton prénom. Peut-être que dans votre cas, on veut récolter quelques informations supplémentaires. De nouveau, l'assist-mort, au moins il y a de contenu, au mieux on s'en sortira. Mais c'est grâce à ce formulaire-là que vous allez convertir. Et tant que vous n'avez pas fait ça, tant que vous n'avez pas trouvé l'offre de contenu
qui dans votre cas plairait à votre cible, que via cette offre de contenu, vous pouvez l'attirer vers une page explicative ou parfois même directement, on peut penser sauter, ça c'est quelque chose de très facile, on peut directement passer au formulaire. Mais sans le formulaire, vos visiteurs, il reste des visiteurs. Il y a des petites astuces avec les emails, une fois qu'on les connaît déjà, on peut les taguer, tout ça, mais grosso modo, sans formulaire, vos visiteurs, ils resteront des inconnus. On va conclure, je pense qu'il est temps. On a fait un bon petit tour. Un petit récap, je dirais, de qu'est-ce qu'on a besoin pour se lancer. Le blog, hein, vous l'appelez comme vous voulez, c'est produire des contenus. Vous avez besoin de ces fameuses landing pages parce que c'est là que vous allez vraiment mettre en avant votre offre de contenu. C'est là qu'on enlève tout ce qui distrait. On enlève les 5 boutons vers notre offre de service complète, le bouton About Us, on enlève tout. Voilà, c'est là où tu vas offrir une offre de contenu. Tu crées un landing page. Commence par les 4-5 qui sont les plus générales, et puis affine, crée tes landings. Mais en gros, c'est une landing, un entendeur de conversion. C'est là que tu vas arriver. Non. C'est une page qui a un et un seul objectif. Convertir l'utilisateur. Que l'utilisateur vous donne son adresse mail. Si vous mettez un formulaire « Contactez-moi » avec 6 champs au milieu d'un brouhaha de contenu, About Us, notre adresse, tenez une Google Maps, vous voulez un bouton pour nous ajouter, regardez notre page Google+, on minimise les chances qu'ils cliquent là où on est en vie. L'intérêt en travaillant de la sorte, en construisant votre communication digitale par étapes, c'est ça, c'est d'amener vos utilisateurs là où vous voulez qu'ils aillent. On n'a pas envie de leur laisser la liberté, ils sont libres quand ils sont en dehors du site. Une fois qu'ils sont sur notre site, on a envie de les emmener là où ça nous intéresse. Ok, oui, je n'ai pas prévu, mais je vous montre ça dans une seconde. Un outil qui trop souvent on néglige, qui est très intéressant, c'est un CRM. Je ne peux pas vous le conseiller assez. Je prends le parti de vous en conseiller un qui est gratuit. Okay, il est gratuit, il restera gratuit. Il y a des options payantes qui coûtent $50 par mois. En plus, c'est celui que j'utilise, il est génial, je suis passé par plusieurs. On n'est pas sur des potentiels de personnalisation comme Salesforce, mais il est vraiment bien fait, HubSpot CRM. Allez regarder ça dans Google ou venez me voir, on peut en discuter. Je pense que oui, mais je l'utilise toujours en anglais, donc je ne saurais pas vous le dire. Alors, HubSpot est traduit en français, donc on peut avoir toute la suite HubSpot en français. Est-ce que le CRM est traduit aussi? Je pense que oui, mais je ne pourrais pas vous le garantir. Maintenant, c'est quelque chose que... je ne peux pas émettre de jugement de valeur, mais les bons outils, c'est des startups américaines qui les lancent, des startups londoniennes, des startups australiennes dans 85% des cas qui les lancent. Et même quand une startup allemande ou une start-up française sort un produit qui est meilleur que tous les autres, elle sort en anglais, avec peut-être une version en français. Ça, c'est malheureux, mais dans le monde du marketing digital, l'anglais est la langue qui prédomine, et de loin. Pour votre site, le choix numéro 1, si vous voulez en discuter, on démarre. Pardon? Ah ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas du français, ça, Webist? Voilà. Il fallait bien qu'il y ait une coquille, c'est bien que ça arrive au 18e slide plutôt qu'au premier. Si vous voulez commencer, je ne vais pas dire facilement, mais du moins en pariant sur le bon cheval, je vous conseillerais WordPress. WordPress aujourd'hui, c'est 26% du web.
C'est sans comparer fonctionnalité, simplicité, quoi que ce soit d'autre. C'est l'outil pour lequel il y a la plus grande communauté aujourd'hui. Et si vous devez investir de l'argent et du temps sur un cheval, ben, je vous conseille de l'investir sur celui qui tient le quart du marché, qui a comme objectif assumé d'arriver à la moitié du marché et d'utiliser ce outil depuis plus de 5 ans. Tu ne fais pas la même chose. Drupal est un outil parfait pour l'utiliser pour créer un système au niveau des communautés européennes ou quelque chose. Là, ça marcherait super bien. Parce qu'on peut le personnaliser dans tous les sens, le maintenir dans tous les sens. Maintenant, si tu veux, je ne suis pas un expert de Drupal. Je pense même que j'ai déjà travaillé sur Joomla, mais jamais sur Drupal. Oui, voilà. Mais on est sur 2% du marché, et très très vite avec des besoins techniques. Et le jour où tu cherches une fonctionnalité, tu cherches à rajouter une fonctionnalité, tu as dit voilà, j'ai mes 20%, j'ai envie de passer à mes 25% de fonctionnalité. La probabilité qu'un plugin WordPress de qualité existe pour te simplifier la vie est beaucoup plus importante, enfin qu'un plugin est beaucoup plus importante sur WordPress que sur Drupal. Après, il y a 10 ans, il y a 10 ans, c'était vrai. Il y a 10 ans, c'est vrai. Depuis la version où ils ont sorti les custom post types, c'est fini ça. Aujourd'hui, WordPress est utilisé par Stanford, est utilisé par le New York Times, est utilisé par Nike pour faire pour faire des microsites. Ils utilisent WordPress parce que aujourd'hui, il y a un peu WordPress et les autres. Après, on peut en discuter. Hein. Je ne dis pas que c'est la solution peut-être pour 100% des cas, mais j'ai aucun problème à dire que c'est la solution dans 98% des cas. Puis il y a HubSpot. HubSpot, on peut en parler plus en longueur un autre jour. Ce n'est pas tellement un outil de création de site web. Il permet de gérer des pages, il permet de gérer un blog, mais c'est surtout un outil intégré pour gérer sur une seule plateforme toute votre communication digitale. C'est du lourd, ça marche très bien, avec quelques contraintes qu'on ne sait pas lui faire exactement tout ce qu'on veut, mais il sait faire la grande majorité des choses dont on a besoin. Il s'intègre aussi avec plein de choses. Ça, là, on est sur du payant. Hein. Là, on est sur un outil qui va vous coûter, avec les add-ons, avec tout ça, c'est un outil qui va vous coûter entre 150 et 500 euros par mois au début. Alors, vous levez les sourcils. Ben, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Alors, c'est sûr que si, avec votre site, vous générez un client par mois, et ce client-là, il vaut 40 euros, ben, c'est pas rentable. Tout simplement, c'est pas rentable. Mais HubSpot a plutôt un marché de petites et moyennes entreprises on arrive à des break-even en moins d'un an. C'est un objectif un peu challenging, mais faire un break-even en moins d'un an, c'est plutôt pas mal. Ça marche bien. Et les 500 euros, si vos efforts vous permettent de générer 10 clients à 500 euros, ben, ils sont largement rentabilisés. Et le jour où vous pouvez me dire qu'avec les 5 000 euros que vous avez investis dans votre page PaperJam, vous avez ramené 50 000 euros de business et que vous pouvez directement... sans cette page PaperJam, vous n'auriez pas créé ce business, je serais ravi d'apprendre de vos lumières parce que ça, mes connaissances ne vont pas jusque-là. Pour les emails, il y a un outil certainement que vous connaissez tous qui s'appelle MailChimp. Tiens, c'est pas celui-là. D'expérience, de travailler avec tout ça, il y a un outil qui est vraiment génial parce qu'il permet aujourd'hui de répondre à vos petits besoins, mais surtout il permet de scaler de manière très intelligente. C'est ActiveCampaign. Ça coûte le même prix si demain vous devez décider sur une solution de mail. Parmi toutes celles qui existent, ça c'est un bijou. Oui, c'est payant. Ça, là, les plans, je pense qu'ils commencent à 15 $ par mois. 15 $ par mois, je pense que c'est pour 500 contacts, et puis ça monte. MailChimp fait gratuit, mais qu'au début. Hein. En dessous de 1000 contacts, et il fait gratuit, il laisse son logo, et puis on n'a pas les fonctionnalités d'automatisation. Ce qui est intéressant dans le mail, c'est de pouvoir automatiser une partie. Mon visiteur
a été converti dans un formulaire, il m'a laissé son mail, j'ai pas envie d'aller manuellement envoyer le mail. Si vous voulez faire ça même avec MailChimp, bam, c'est payant et ça commence à $30 par mois, je pense. ActiveCampaign, ça commence un peu plus bas, mais après ça monte et sur une année d'utilisation, ça s'équilibre. Encore une fois, $50, c'est beaucoup d'argent, c'est pas beaucoup d'argent, on n'est pas là pour juger. Mais $50, si ça vous permet d'en générer 500, bah, c'est bon, c'est amorti. Ça, c'est pour gérer vos emailing. C'est pour gérer l'envoi d'emails avec deux grandes forces de cet outil-là par rapport à tous les autres. Premièrement, il centralise tous les contacts à un endroit et un contact peut être dans plusieurs listes. Je ne sais pas s'il y en a déjà certains d'entre vous qui ont utilisé MailChimp. Mais le problème sur MailChimp et sur d'autres, c'est qu'une adresse mail, un individu, il est enregistré dans une liste et que s'il arrive dans une deuxième liste, bah, si on veut envoyer le même mail aux deux listes, bah, il le reçoit 2 fois. Et en plus, il coûte 2 fois, parce qu'il est compté comme deux subscribers dans le décompte mensuel. Ça permet donc même de servir comme CRM version 0, version 0.1. Ça a des fonctionnalités intéressantes. Maintenant, du point de vue CRM, on va vite être bloqué. Et deuxièmement, il a des fonctionnalités d'automatisation et un potentiel, parce qu'il s'intègre avec votre site web, il s'intègre très bien sur WordPress, par exemple. On peut commencer à faire du comportemental. Alors attention, ça c'est pour un autre workshop. C'est commencer à se dire, tiens, je vais envoyer des emails différents en fonction des actions qui ont été entreprises par le passé. Que ce soit des ouvertures de mails, des clics, c'est relativement facile. Mais après, ça dépasse ce cadre-là quand on fait, voilà, il a visité telle page, il a réalisé telle action, il a cliqué sur tel lien. Monsieur le patron qui est là. Ah oui, ça utilise des cookies et des pixels de tracking. Ah oui, ça c'est... Voilà, on n'a pas fait de leçon d'éthique. Maintenant, personnellement, dans mon business, je fais toujours en sorte que les cookies soient utilisés de manière limitée. Déjà, ce n'est pas votre intérêt non plus de mettre 250 cookies sur votre site. Mais pour faire tout ce qu'on a parlé, sur les cookies, vous avez les yeux fermés, en fait. Ça n'est pas mesuré. Il y a toujours, on critiquait les emails il y a une seconde, on peut aussi dire qu'il y a des gens qui bloquent leurs cookies. C'est vrai. Mais je préfère toujours me concentrer sur les 80, je n'ai pas de chiffre officiel, mais j'imagine sur les 80, voire plus, % des utilisateurs qui ne bloquent pas leurs cookies. Si j'ai 5% qui bloquent, bah, ok, c'est tant pis. On ne pourra pas leur proposer toute la qualité de contenu qu'on veut, mais au moins on aura essayé. Ok ? Je m'appelle Laurent Maillard. Vous pouvez me trouver sur Twitter, Maillardlo. Vous pouvez m'envoyer un mail quand vous voulez. J'y répondrai avec grand plaisir. Je passe mes journées à développer les business de mes clients chez AdoraWeb. Et 4 heures par semaine, je blogue sur growmybusiness.lu.